Chapitre 3 des passions asociales. Il existe un autre ensemble de passions qui, bien qu'étant dérivées de l'imagination, sont telles que nous ne pouvons jamais entrer en elles, ou les considérer comme gracieuses et bienséantes, avant qu'elles n'aient été amenées à un niveau bien plus faible que celui auquel la nature indisciplinée les élèverait. Il s'agit de la haine et du ressentiment, avec toutes leurs modifications diverses. En ce qui concerne ces passions, notre sympathie est divisée entre la personne qui les sent et la personne qui en est l'objet. Leurs intérêts sont directement opposés. Ce que notre sympathie avec la personne qui sent ces passions nous pousserait à souhaiter, notre affinité avec les passions de l'autre personne nous conduirait à le craindre. Ces personnes nous concernent l'une et l'autre en tant qu'elles appartiennent au genre humain, et notre crainte de ce que l'une pourrait souffrir amoindrit notre ressentiment pour ce que l'autre a souffert. Ainsi, notre sympathie avec l'homme qui a subi l'offense est nécessairement plus faible que la passion qui l'anime naturellement, non seulement par l'effet des causes générales qui rendent toutes les passions sympathiques inférieures aux passions originelles, mais encore par l'effet d'une cause particulière, qui est propre à ce cas, à savoir notre sympathie opposée avec une autre personne. C'est pourquoi le ressentiment, plus que toute autre passion, ou presque, avant qu'il puisse devenir gracieux et agréable, doit être rabaissé et amené en deçà du niveau auquel il s'élèverait naturellement. En même temps, les hommes ont un sens très fort des préjudices qui sont causés à autrui. Dans une tragédie ou un roman, le méchant est l'objet de notre indignation autant que le héros est celui de notre sympathie et de notre affection. Nous détestons Iago autant que nous estimons Othello, et nous nous réjouissons du châtiment du premier autant que nous nous affligeons de la détresse du second. Mais bien que les hommes éprouvent une si forte affinité lorsque des préjudices sont causés à leurs frères, ils ne sentent pas toujours autant de ressentiment que celui qui souffre du préjudice. Dans la plupart des occasions, plus grandes sont la patience, la douceur et l'humanité de celui qui souffre du préjudice, pourvu qu'elles n'apparaissent pas pour autant comme un manque de tempérament ou comme une retenue motivée par la crainte. Plus fort est le ressentiment des hommes contre la personne qui lui a porté préjudice. L'amabilité du caractère exaspère leur sens de l'atrocité du préjudice. Ces passions-là sont toutefois considérées comme des composantes nécessaires du caractère, de la nature humaine. Une personne devient méprisable qui reste docile et supporte des insultes sans chercher à s'y opposer ou à se venger. Une personne devient méprisable qui reste docile et supporte des insultes sans chercher à s'y opposer ou à se venger. Nous ne pouvons entrer dans son indifférence et son insensibilité. Nous nommons son comportement manque de tempérament et nous en sommes aussi réellement choqués que de l'insolence de son adversaire. Même la populace est enragée à la vue d'un homme supportant patiemment des affronts et des outrages. Elle désire voir que cette insolence provoque du ressentiment et qu'elle en provoque chez la personne outragée. Elle lui crie furieusement de se défendre, de se venger. Si l'indignation de la personne est finalement déclenchée, ceux de la populace applaudissent chaleureusement et sympathisent avec cette indignation. Celles-ci avivent leur propre indignation contre l'ennemi de la personne outragée. Ils se réjouissent de voir cette personne attaquer son ennemi à son tour et sont réellement satisfaits par sa revanche, pourvu qu'elle ne soit pas excessive, comme si c'était à eux-mêmes que le préjudice avait été porté. Mais bien que l'utilité de ces passions pour l'individu soit reconnue dans la mesure où elles font qu'il est dangereux de l'insulter ou de lui porter préjudice, et bien que leur utilité pour le public comme gardienne de la justice, ainsi que de l'égalité dans l'administration de celle-ci, ne soit pas moins considérable, comme on le montrera plus loin. Cependant, il demeure encore quelque chose de désagréable dans ces passions elles-mêmes, qui fait de leur manifestation chez les autres hommes l'objet naturel de notre aversion. L'expression de la colère contre une personne présente si elle excède la simple indication que nous sommes sensibles à l'outrage qu'elle nous fait est considérée non seulement comme une insulte pour cette personne, mais aussi comme une grossièreté envers toute la compagnie. Le respect pour cette compagnie aurait dû nous retenir de nous laisser aller à une émotion si tumultueuse et choquante. Ce sont les effets éloignés de ces passions qui sont agréables. Les effets immédiats sont le malheur de la personne contre laquelle elles sont dirigées. Or, ce sont les effets immédiats et non les effets éloignés des objets qui les rendent agréables ou désagréables à l'imagination. Une prison est certainement plus utile au public qu'un palais, et la personne qui édifie la première est généralement guidée par un esprit patriotique plus juste que celle qui construit le second. Mais les effets immédiats d'une prison, c'est-à-dire le confinement des malheureux qui y sont enfermés, sont désagréables.
Et soit l'imagination ne prend pas le temps d'aller jusqu'à se représenter les effets éloignés, soit elle les voit à une trop grande distance pour en être très affectée. Donc une prison sera toujours un objet désagréable, et plus elle sera propre au dessein pour lequel elle a été prévue, plus elle sera désagréable. Au contraire, un palais sera toujours agréable. Cependant, ces effets éloignés peuvent souvent être incommodes pour le public. Il peut servir à promouvoir le luxe et à donner l'exemple de la dissolution des manières. Mais ces effets immédiats, à savoir la commodité, le plaisir et la gaieté des gens qui y demeurent, sont tous agréables et suggèrent à l'imagination un millier d'idées agréables. Cette faculté s'arrête donc à ses seuls effets et va rarement au-delà en se représentant les conséquences plus lointaines. Des trophées d'instruments de musique ou d'instruments agricoles imités en peinture ou en stuc font un ornement commun et agréable dans nos entrées ou nos salles à manger. Un trophée du même genre composé d'instruments chirurgicaux, de bistouri pour disséquer ou amputer, des scies pour couper les os, des trépans, etc. serait absurde et choquant. Les instruments chirurgicaux sont cependant toujours plus finement polis et généralement plus exactement adaptés à l'usage pour lequel ils ont été prévus que les instruments agricoles. Leurs effets éloignés, aussi la santé du patient, sont agréables. Cependant, comme leur effet immédiat est la douleur et la souffrance, leur vue nous déplaît toujours. Les instruments de la guerre sont agréables, bien que leur effet immédiat puisse sembler de la même manière être la douleur ou la souffrance. Mais il s'agit alors de la douleur et de la souffrance de nos ennemis avec lesquels nous n'avons pas de sympathie. Smith développe cette remarque sur l'absence de sympathie avec les ennemis en traitant du thème de la partialité nationale. En ce qui nous concerne, les armes sont immédiatement liées aux idées agréables de courage, de victoire et d'honneur. Elles sont donc supposées former une des parties les plus nobles de la parure et leur imitation un des plus beaux ornements architecturaux. Il en va de même pour les qualités de l'esprit. Les antiques stoïciens étaient d'opinion que le monde étant gouverné par la providence omnipotente d'un Dieu sage, puissant et bon, chaque événement devait être regardé comme une partie nécessaire du plan de l'univers et comme tendant à promouvoir l'ordre et le bonheur général du tout. Que les vices et les folies du genre humain étaient une partie nécessaire de ce plan, au même titre que sa sagesse ou sa vertu. Et que par cet art éternel qui fait sortir le bien du mal, vices et vertus étaient mis en œuvre pour tendre également à la prospérité et à la perfection du grand système de la nature. Pourtant, aucune spéculation de ce genre, aussi profondément ancrée dans l'esprit soit-elle, ne pourrait diminuer notre horreur naturelle du vice, dont les effets immédiats sont si destructeurs et dont les effets éloignés sont trop distants pour être représentés par l'imagination. Il en va de même pour ces passions asociales que nous étions juste en train de considérer. Leurs effets immédiats sont si désagréables que même lorsqu'elles sont justement provoquées, il y a encore quelque chose en elles qui nous dégoûte. C'est pourquoi, comme je l'ai observé précédemment, ces passions sont les seules dont l'expression ne nous amène pas à sympathiser avec elles avant que nous soyons informés de la cause qui les excite. La voix plaintive de la misère, quand nous l'entendons de loin, ne nous permet pas d'être indifférents à la personne qui la fait entendre. Aussitôt que cette voix frappe notre oreille, elle nous intéresse à la fortune de cette personne, et si elle continue, nous force presque involontairement à voler à son secours. De la même manière, voir un visage souriant élève même un homme pensif à cette humeur gaie et légère qui le dispose à partager et à sympathiser avec la joie que ce visage exprime. Il sent que son cœur, jusque-là rétréci et déprimé par l'angoisse et le souci, est instantanément élargi et transporté. Mais il en va tout autrement pour les expressions de haine et de ressentiment. La voix de la colère, rauque, furieuse, discordante, quand nous l'entendons de loin, nous inspire de la crainte ou de l'aversion. Nous ne volons pas dans sa direction comme nous le ferions pour un cri de douleur ou de souffrance. Les femmes, de même que les hommes aux nerfs fragiles, tremblent et sont saisis de crainte, bien qu'ils soient sensibles au fait de n'être pas eux-mêmes les objets de la colère. Cependant, ils conçoivent de la crainte en se mettant dans la situation de la personne qui en est l'objet. Même ceux qui ont un cœur plus vigoureux sont troublés, pas assez certes pour avoir peur, mais suffisamment pour se mettre en colère. Car la colère est la passion qu'ils sentiraient dans la situation de l'autre personne. Il en est de même pour la haine. Les pures expressions de malveillance n'inspirent de malveillance contre personne d'autre que celui qui les manifeste. Ces passions sont toutes deux par nature les objets de notre aversion. Leur apparence désagréable et furieuse n'excite ou n'appelle jamais notre sympathie et la contrarie souvent. La peine ne nous engage et ne nous attire pas avec plus de force vers la personne chez laquelle nous l'observons que le ressentiment et la haine nous dégoûtent et nous détachent d'elle tant que nous ignorons leur cause. Que ces émotions plus rudes et moins aimables, séparant les hommes les uns des autres,
dussent être communiquées moins aisément et plus rarement, c'était là, semble-t-il, l'intention de la nature. Quand la musique imite les modulations de la peine ou de la joie, elle nous inspire effectivement ces passions, ou du moins elle nous met dans l'humeur qui nous dispose à les concevoir. Mais lorsqu'elle imite les tons de la colère, elle nous inspire la crainte. La joie, la peine, l'amour, l'admiration, la dévotion, toutes ces passions sont naturellement musicales. Leurs tons naturels sont tout doux, clairs et mélodieux. Elles s'expriment naturellement en périodes qui sont distinguées par des pauses régulières et qui pour cela sont facilement adaptées au retour régulier des mélodies correspondantes dans un air. Au contraire, la voix de la colère et de toutes les passions qui lui sont liées est dure et discordante. Ces périodes sont toutes irrégulières, parfois très longues et parfois très courtes, et ne sont distinguées par aucune pause régulière. Aussi, est-ce avec difficulté que la musique peut imiter ces passions, et la musique qui les imite n'est pas la plus agréable. Il ne serait pas inconvenant qu'un divertissement entier consiste en l'imitation des passions sociales et agréables. Ce serait un étrange divertissement que celui qui consisterait uniquement en l'imitation de la haine et du ressentiment. Cette thèse est développée dans Imitation, où l'on retrouve l'idée des passions naturellement musicales. Dans le même sens, Smith soutient par ailleurs que la musique vocale agit par sympathie. Il évoque les qualités morales attribuées par les Grecs à la musique et le rôle de la musique dans l'éducation grecque dans Wells. Si ces passions sont désagréables pour le spectateur, elles ne le sont pas moins pour la personne qui les sent. La haine et la colère sont le plus grand poison du bonheur, du bon esprit. Il y a dans la sensation même de ces passions quelque chose de dur, de dissonant et de convulsif, quelque chose qui déchire et égare le cœur et qui est totalement destructeur du calme et de la tranquillité d'esprit si nécessaire au bonheur, lequel est le mieux servi par les passions contraires de gratitude et d'amour. Ce n'est pas la valeur de ce qu'elles perdent à cause de la perfidie et de l'ingratitude de leur prochain que les personnes généreuses et humaines sont le plus susceptibles de regretter. Quoi qu'elles puissent avoir perdu, elles peuvent en général demeurer très heureuses tout en s'en passant. Ce qui les contrarie le plus est l'idée de la perfidie et de l'ingratitude dont on a fait preuve à leur encontre, et les passions discordantes et désagréables que cette idée excite constituent, selon leur propre opinion, la part principale du préjudice dont elles souffrent. Combien de choses sont requises pour rendre la gratification du ressentiment complètement agréable et pour amener le spectateur à sympathiser pleinement avec notre revanche. D'abord, la provocation doit être telle que nous devons devenir méprisables et être exposés à des insultes perpétuelles si nous n'en éprouvons pas dans une certaine mesure du ressentiment. De petites offenses sont toujours mieux négligées et il n'y a rien de plus méprisable que cette humeur hargneuse et vétilleuse qui s'enflamme à la moindre occasion de querelle. Nous devons éprouver du ressentiment, moins parce que nous sentons en nous les fureurs de cette passion désagréable, que par un sens de la convenance du ressentiment, un sens que ce ressentiment est exigé de nous par le genre humain. Plus que toute autre passion dont l'esprit humain est capable, nous devons mettre sa justesse en doute. Nous devons consulter avec prudence notre sens naturel de la convenance pour pouvoir nous y laisser aller. Nous devons considérer avec attention ce que seront les sentiments du spectateur impartial et détaché. La magnanimité ou un souci de maintenir notre rang et notre dignité en société est le seul motif qui peut ennoblir les expressions de cette passion désagréable. Ce motif doit caractériser tout notre ton et toute notre conduite. Ceux-ci doivent être simples, ouverts et directs, déterminés mais sans raideur, élevés mais sans insolence, non seulement dépourvus d'irascibilité et de bassesse fielleuse, mais généreux, francs et emplis de toutes les attentions convenables, même envers la personne qui nous a offensés. En bref, toutes nos manières doivent faire apparaître, sans que nous travaillions avec affectation à l'exprimer, que la passion n'a pas atteint notre humanité, et que si nous nous plions aux injonctions de la vengeance, c'est avec répugnance, par nécessité et en conséquence de provocations considérables et répétées. Quand le ressentiment est contrôlé et tempéré de cette manière, on peut admettre qu'il est même généreux et noble. Chapitre 4. Des passions sociales. De même que c'est une sympathie divisée qui rend tout l'ensemble des passions mentionnées ci-dessus si disgracieuses et désagréables dans la plupart des occasions, de même, il existe un autre ensemble de passions opposées à celle-ci qu'une sympathie redoublée rend presque toujours particulièrement agréable et bienséante. La générosité, l'humanité, la bonté, la compassion, l'amitié, l'estime mutuelle, toutes les affections sociales et bienveillantes, quand elles sont exprimées sur le visage ou dans la conduite, même à l'égard de ceux qui ne sont pas particulièrement liés,
font plaisir aux spectateurs indifférents dans presque toutes les occasions. Smith revient sur le thème de l'amitié de l'homme prudent et sur l'amitié de l'homme sage. Sa sympathie avec la personne qui sent ses passions coïncide exactement avec son souci pour la personne qui en est l'objet. L'intérêt qu'il est obligé en tant qu'homme de prendre au bonheur de cette dernière avive son affinité avec les sentiments de la première, dont les émotions sont occupées du même objet. Nous avons donc toujours la plus forte disposition à sympathiser avec les affections bienveillantes. Elles nous apparaissent agréables à tous égards. Nous entrons dans la satisfaction de la personne qui les sent comme dans celle de la personne qui est leur objet. En effet, de même qu'être l'objet de la haine et de l'indignation donne plus de douleur que tout le mal qu'un homme brave peut craindre de ses ennemis, de même il y a une satisfaction dans la conscience d'être aimé qui est plus importante pour le bonheur d'une personne délicate et sensible que tout l'avantage qu'elle peut espérer en dériver. Quel caractère est plus détestable que celui d'un homme qui prend plaisir à semer la discorde parmi des amis et à transformer leur amour le plus tendre en une haine mortelle? Pourtant, en quoi l'atrocité de ce préjudice si odieux consiste-t-elle? Est-ce le fait de les priver des services frivoles qui pourraient avoir attendu l'un de l'autre? Et si leur amitié avait continué? Elle consiste à les priver de cette amitié elle-même, en les dérobant chacun aux affections de l'autre, d'où tous deux dérivaient tant de satisfaction. Elle consiste à contrarier l'harmonie de leur cœur et à mettre fin à l'heureux commerce qui existait auparavant entre eux. Non seulement les personnes tendres et délicates, mais encore les plus grossières et les plus vulgaires dans le genre humain sentent que ces affections, cette harmonie et ce commerce ont plus d'importance pour le bonheur que tous les petits services qu'on pourrait s'attendre à en voir découler. Le sentiment d'amour est en lui-même agréable à la personne qui le sent. Il calme et ordonne le cœur, semble favoriser les mouvements vitaux et concourir à la santé de la constitution humaine. Et il est rendu encore plus délicieux par la conscience de la gratitude et de la satisfaction qu'il doit exciter chez la personne qui en est l'objet. Smith définit la différence entre l'amour et la gratitude, sur l'importance de la gratitude dans l'amour, voire Hutcheson dans Beauté et Vertu. Leur attention mutuelle les rend heureuses l'un de l'autre, et la sympathie avec cette attention mutuelle les rend agréables à toute autre personne. Avec quel plaisir observons-nous une famille dans laquelle règne partout l'amour et l'estime mutuelle, où les enfants et les parents sont des compagnons les uns pour les autres, sans autre différence que celle qui résulte d'une affection respectueuse d'un côté et d'une douce indulgence de l'autre, où la liberté, la tendresse, l'enjouement et la bonté mutuelle montrent qu'aucune opposition d'intérêt ne divise les frères, qu'aucune rivalité de succès ne sépare les sœurs, et où toute chose nous suggère l'idée de paix, de bonne humeur, d'harmonie et de contentement. Au contraire, combien mal à l'aise sommes-nous quand nous entrons dans une maison dans laquelle une dispute dissonante dresse une partie des habitants contre l'autre, ou à travers une douceur et une obligeance affectée, des regards suspicieux et des mouvements d'humeur soudains trahissent les jalousies mutuelles qui les dévorent et qui sont à chaque moment prêtes à éclater malgré toutes les contraintes qu'impose la présence de la compagnie. Même lorsque ces passions aimables sont reconnues excessives, elles ne sont jamais regardées avec aversion. Il y a quelque chose d'agréable même dans la faiblesse de l'amitié et de l'humanité. La mère trop tendre, le père trop indulgent, l'ami trop généreux et trop affectionné peuvent parfois peut-être, en raison de la douceur de leur nature, être regardés avec une sorte de pitié, mêlée toutefois d'amour. Mais ils ne peuvent jamais être regardés avec haine et aversion, ni même avec mépris, sauf par les plus brutaux et les plus vils dans le genre humain. Sur la critique bienveillante à l'égard d'une personne trop bonne, voir Shaftesbury dans Virtue or Merit. C'est toujours par souci pour eux, avec sympathie et avec bonté que nous les blâmons pour l'extravagance de leur attachement. Il y a une faiblesse propre au caractère d'humanité extrême qui plus qu'autre chose intéresse notre pitié. Il n'y a rien dans ce caractère même qui le rende disgracieux ou désagréable. Nous regrettons seulement qu'il ne soit pas approprié au monde, parce que le monde en est digne, et parce qu'il doit faire de la personne qui en est douée de la proie de la perfidie et de l'ingratitude, de la fausseté hypocrite, ainsi que de milliers de douleurs et de souffrances. Autant de peines que cette personne, entre tous les hommes, est la dernière à mériter, et qu'elle est généralement aussi la dernière à pouvoir supporter. Il en va tout autrement de la haine et du ressentiment. Un penchant trop violent vers ces passions détestables fait d'une personne l'objet d'une exécration et d'un effroi universel.
et nous pensons qu'elle doit être chassée hors de toute société civile comme une bête sauvage.